Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Main, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat, j'adore créer et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux ou d'autres outils, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène découvrir l'univers des bijoux artisanaux, faits en argent recyclé avec Anaïs, qui a lancé sa marque début 2020, Siana Zwieka. Un parfait exemple de reconversion, l'histoire d'Anaïs. Elle était photographe pour la presse écrite, et elle a eu besoin de changer de voie il y a quelque temps. Elle a mûri son projet au fur et à mesure, et elle a franchi toutes les étapes les unes après les autres, notamment en repassant par les bancs de l'école pour passer un CAP. Avec son travail du métal et la création de bijoux, elle cherche du sens, des valeurs à transmettre. Anaïs s'inspire directement de la nature en créant à partir de coraux, d'écorce, du verre de mer, etc. Anaïs nous raconte donc son travail de création artisanale, les débuts de sa marque et ses premières expériences de vente physique, notamment celle qu'elle a vécue récemment avec un stand dans un pop-up store au BHV à Paris. Allez, je m'arrête là avant de tout vous raconter. Bonne écoute! Bonjour Anaïs, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main. Bienvenue. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Anaïs, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis Anaïs. Je suis la créatrice de la marque de bijoux Siana Zwieka Bijoux. Je crée des bijoux en argent recyclé dans mon atelier dans le 94. Donc, des bijoux faits de mes mains. Oh oui. Alors, tu vas nous expliquer, parce que moi, je n'y connais rien du tout à la fabrication de bijoux. Je crois aussi savoir que tu t'es reconvertie. Voilà, on va aborder un petit peu tous ces sujets-là. Et puis aussi que tu nous racontes l'origine de ton pseudo, de ton nom de marque. Tu t'appelles Anaïs, donc Siana, on voit bien c'est dans l'autre sens d'Anaïs. Oui, c'est ça, à l'envers. Mais la deuxième partie, je veux bien un petit peu plus d'explications. En fait, Zwieka, c'est tout simplement mon nom marital, donc le nom de mon mari, d'accord. qui est d'origine polonaise. Et donc, on dit Świeca, normalement, et qui veut dire bougie. Et j'aimais bien l'idée d'avoir ce nom. Bon, de toute façon, c'est le nom que j'utilise le plus souvent dans mon quotidien. Mais j'aimais bien aussi la symbolique que ça avait parce que bougie, c'est la lumière. Et la lumière en bijoux, dans la création des bijoux, c'est important, autant pendant la fabrication qu'après dans sa mise en lumière, justement, et pour magnifier le bijou. D'accord, très bien. J'aime bien la symbolique. Très bien, effectivement, oui, c'est sympa. Et alors, comment tu as commencé? C'est quoi l'histoire de ta marque? Alors, en fait, ma marque, je l'ai lancée il y a 1 an. Donc, moi, je pratique la bijouterie depuis 3 ans, tout simplement parce que je me suis reconvertie. Avant, j'ai été photographe, donc pendant plus de 10 ans, surtout pour la presse écrite. Et puis, j'ai décidé de changer de voie. Et donc, j'ai passé un CAP bijouterie, joaillerie en 1 an dans une école privée, surtout pour des gens qui voulaient se reconvertir, en fait, des adultes. Et puis, donc j'ai eu mon CAP, j'ai fait des stages. J'ai fait un stage chez une bijoutière qui avait une boutique atelier vraiment superbe à Paris. C'était vraiment une bonne ambiance. Elle m'a appris beaucoup de choses. Et puis après, très différent, mais aussi qui m'a beaucoup appris, j'ai fait un stage dans un gros atelier cette fois. Et on faisait de la sous-traitance pour Chanel et on faisait surtout les bijoux de défilé, en fait. D'accord. Donc voilà, donc ça m'a aussi beaucoup, beaucoup appris. Ça m'a surtout donné envie de lancer ma marque. Ouais. En fait, tu étais déjà à ton compte en tant que photographe ou tu étais salarié? Oui, Non, tu étais... oui, j'étais à mon compte. J'ai toujours été freelance et D'accord. c'est vrai que c'est finalement, avec le recul, je me rends compte que c'est un peu mon identité professionnelle. Enfin, je me suis forgée
enfin, j'ai travaillé toujours en étant indépendante et du coup, je crois que c'est quelque chose qui me plaît bien en fait. Donc, quand je me suis reconvertie, l'idée c'était de passer un CAP pour essayer de trouver du travail en atelier. Et en fait, mis à part ce premier stage donc avec Makiko, si elle m'entend, qui s'est super bien passé, le boulot en atelier, c'est hyper dur. C'est des ambiances qui sont vraiment pas cool. Ça l'a été pour moi, mais ça l'a été aussi pour beaucoup d'autres personnes qui ont fait le CAP avec moi par la suite. Donc en fait, il y a un moment où je me suis dit, mais c'est pas à 36 ans que je me reconvertis pour être juste malheureuse au boulot, quoi. Et puis voilà, donc j'ai décidé de monter ma marque. Et à quoi ça c'est dû cette ambiance pas cool dans les ateliers? C'est quoi? C'est que le travail est dur? C'est que le... Ouais, ça dépend des ateliers. C'est aussi beaucoup d'ego, en fait, que ce soit Ah, des gros ateliers, des patrons pas très cool. Enfin, là, moi, mon expérience, c'était surtout une cadence et un rythme très dur, donc ce qui est normal parce qu'il y a des attentes, il y a des deadlines terribles pour les défilés, etc. avant. Puis des personnalités aussi pleines d'ego. ah, Où on s'écrase un peu les uns les autres, quoi. Donc, ah ouais. après, j'ai rencontré des gens très sympas aussi, hein, faut pas non plus diaboliser, mais ouais, c'est des conditions de boulot assez dures et faut aimer, quoi. Donc, moi, ça me plaisait pas. Ouais, d'accord. Ok, bon, effectivement, alors tu vois, là, tu m'apprends des choses que je j'aurais jamais imaginé que... Enfin, voilà, évidemment, quand tu le dis, tu dis, ah oui, effectivement, c'est pas illogique, mais j'aurais pas pensé. Ok, Oui, après, bon, il y a des gens pour qui ça se passe bien et j'ose imaginer que dans toute la France, il y a quand même des ateliers où ça se passe bien et que c'est un petit peu sympa et hmm, quand même, mais c'est vrai que moi, mon expérience et celle de mes amis, c'était pas toujours évident, quoi. d'accord. N'empêche que j'ai réellement appris énormément et que ça, c'était vraiment chouette. Et surtout, j'ai pu toucher à beaucoup de choses différentes puisque il y avait des pôles différents dans l'atelier. Donc, autant en travaillant vraiment la bijouterie, le métal, autant plus fantaisie, entre guillemets, en assemblant des perles, mais avec des montages assez difficiles, assez poussés. J'ai fait vraiment plein de choses. Donc, D'accord. je suis très Et, contente de l'avoir fait quand même, quoi. ouais. Et alors, donc, comme je te disais, j'y connais vraiment rien du tout à cet univers. Euh, mais est-ce que je dis des bêtises si dans le domaine de la bijouterie, joaillerie, justement, il y aurait, est-ce que, par exemple, la définition de la bijouterie, ça serait de créer des bijoux, justement, du fantaisie à je sais pas quoi d'ailleurs, à un peu mieux. Et la joaillerie, c'est vraiment le top, c'est le travail des pierres fines. C'est ça un peu la... C'est plus la joaillerie, en fait, c'est plus le travail avec des pierres fines. Après, la bijouterie, joaillerie, c'est surtout par rapport à la fantaisie. Enfin, moi, ce que je différencie, c'est le travail du métal, surtout, en fait. Euh, D'accord. c'est surtout ça. Qui fait la différence entre les différents termes, c'est ça? Oui, je dirais. Oui, oui. D'accord, Moi, ok. Tu travailles des matières moins nobles évidemment, quand tu travailles pour des bijoux fantaisie. non, c'est pas une question d'être moins noble, c'est D'accord. une question enfin, de travailler le métal. C'est-à-dire que moi, je pars d'une plaque d'argent et j'ai des outils spéciaux qui vont découper, scier, limer, etc. Et je pars du brut. D'accord. Après, pour moi, en tout cas, la fantaisie, c'est peut-être plus à faire de l'assemblage, tu vois, D'accord. assembler ça peut être des petites pierres quand même, hein. Il n'y a pas que la joaillerie qui travaille les pierres, mais ouais, plus l'assemblage, quoi, assembler une petite chaîne avec un petit pendentif peut-être déjà un petit peu plus fait. Et si on peut dire ça comme ça. Enfin, dans ma tête, D'accord. en tout cas. Ok, ça marche. Et initialement, tu avais fait des études donc, pour être photographe. C'était vraiment le métier que tu avais, enfin, pour lequel tu étais formée initialement. Oui, oui, oui.
après mon bac, j'étais à la fac à Paris 8 et donc j'ai eu une licence en photo. Et donc, c'était assez théorique quand même. Et j'ai fait quand même pas mal de stages pour la pratique. Et puis, je me suis mise à mon compte et j'ai commencé à piger auprès des journaux. Mais j'ai fait beaucoup d'autres choses parce que je suis toujours un peu femme orchestre, comme je dis. Donc, c'est pas que je m'ennuie rapidement, mais c'est que j'aime bien, en fait, accumuler les compétences. J'adore apprendre aussi. Donc, voilà. Et donc, j'étais pigiste, mais j'ai aussi fait beaucoup d'ateliers. Tout type de public, donc de la maternelle à la prison. Ah ouais. J'ai eu une période où je faisais du web documentaire quand c'était un peu à la mode. Je crois que c'est plus trop à la mode, mais donc c'était du documentaire pour le web, assez en immersion, où on choisissait un peu ce qu'on voulait regarder. Et voilà, donc j'ai créé des web documentaires. J'ai écrit des documentaires, j'ai eu des bourses pour ça. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses différentes. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné où tu t'es dit, bon, là, cette période de ma vie, il faut que je fasse autre chose? Euh, je crois que j'étais un petit peu usée par le boulot. Il y a pas beaucoup de reconnaissance. Alors, c'est hyper enrichissant parce que c'est des rencontres. J'ai fait des rencontres incroyables. Je me suis retrouvée dans des endroits aussi où jamais j'aurais été. Voilà. Mais assez usée par le boulot. C'est dur. Ouais, et puis très peu de reconnaissance. Et D'accord. c'est marrant parce qu'en fait, je repensais à ça tout à l'heure et peut-être, je crois, le déclic, c'est quand j'ai eu la reconnaissance de quelqu'un qui m'a dit, en fait, j'avais fait un reportage, j'étais une des premières avec les journalistes avec qui je bossais à être, je ne sais pas si tu as entendu parler de la Maison des femmes à Saint-Denis. On en parle beaucoup et il y a de plus en plus de gens aussi qui en parlent. Donc, l'herbe avait même pas poussé dans cette maison, qu'on y était déjà et on avait fait pas mal de reportages sur leurs actions qui sont vraiment super. Et donc, j'avais eu un reportage dans Grazia et une dame nous avait contacté avec la journaliste et nous avait dit, bah voilà, j'ai lu votre article et ça m'a fait un tilt et j'ai décidé de m'engager bénévolement auprès de la Maison des femmes. Et en fait, ça m'a fait tellement plaisir. Et il y a eu un truc aussi de bon, bah voilà. Bizarrement, ça aurait pu me faire me rebooster, me dire allez, c'est pas pour rien que je fais tout ça, et parce que mes sujets étaient assez militants et beaucoup sur les femmes et assez militants. Mais en fait, c'était un peu la boucle est bouclée. Ok, c'était ce que j'avais besoin d'entendre. Maintenant, je suis quand même usée par le boulot, donc j'ai besoin de faire autre chose. Et du coup, j'avais envie de faire quelque chose de manuel. Et ça a été le bijou. J'ai décidé de faire des bijoux. C'est un univers qui t'attirait déjà avant? Oui, oui, oui. Personnellement, j'ai toujours aimé les bijoux et en porter. Et puis en fait, j'ai hésité. J'étais vachement attirée par la céramique aussi. Et puis c'est une rencontre avec une bijoutière. J'aimais bien ses bijoux et voilà qui m'a donné envie. Et surtout aussi cette idée de faire du bijou précieux qui se garde dans le temps, qui se transmettent. Voilà, c'était quelque chose pour moi qui avait du sens dans la création de ma marque en fait, et qui allait avec les valeurs que je voulais transmettre aussi par ma marque, quoi. D'accord. Et alors, tu as initié la reconversion à quel âge? C'était il y a 3 ans, 2018, ouais, 3 ans, donc je vais avoir 37 ans, donc 34, quoi. D'accord. Et donc, tu me disais, avant qu'on lance l'enregistrement, que tu as des enfants. Ils ont quel âge et comment ça s'est goupillé dans ta reconversion? La plus grande a 5 ans et la petite dernière va avoir 2 ans. Donc, dans ma reconversion, j'avais qu'une fille et elle était petite, enfin, elle avait 2 ans. Donc ouais, c'était pas évident, c'était assez intense. Puis déjà, en plus, se reconvertir, retourner à l'école, en fait, hein, apprendre un métier qui est quand même dur, qui est physique.
c'est clair que les premiers mois de CAP, je me suis dit, mais j'étais photographe, je voyageais, je faisais plein de choses, mais qu'est-ce qui m'a pris Et puis voilà, il fallait enchaîner une journée d'école bien physique avec ma fille. Donc mon mari l'amenait le matin et j'allais la chercher le soir direct après les cours à 5 heures. Donc ouais, c'était des grosses journées qui s'enchaînaient. Mais ça, de toute façon, c'est un peu pareil pour tout le monde. Ouais, mais ce que je trouve chouette, c'est que justement, tu sais, des fois, on se limite un peu soi-même en disant, ah, mais ça, je vais pas y arriver, etc. Et c'est bien d'avoir des modèles aussi. Alors, c'est pas grave si on se dit qu'on va pas y arriver et que finalement, on se lance pas, hein, c'est pas grave. Mais là, l'idée, c'est de se dire, bah, c'est aussi possible. Et effectivement, ça va être un moment, des fois, un peu chaud. Ça va être une période un peu intense. Mais au final, tu regrettes pas. Bah non, oui, oui, et puis je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour se lancer, en fait. Il faut le faire faut être prêt, bien sûr, mais Mm. il faut le faire. Et effectivement, les enfants, faut pas que ça soit un frein, parce que sinon, t'attends quoi? T'attends qu'ils aient 20 ans et qu'ils quittent, Mm. qu'ils quittent le foyer et d'être à la retraite. Donc, oui, si c'est par rapport aux enfants, Ouais, de toute façon, il faut y toute aller, quoi. façon, c'est toujours du boulot. Donc, Ouais. Et du coup, tu as eu ta deuxième, c'est deux filles, hein, c'est ça? oui, c'est deux Ouais. filles, ouais. Tu as eu ta deuxième fille en étant. Ah oui, remarque, tu connaissais déjà ce monde de freelance parce que tu vois, je me dis, quelqu'un qui passe d'un monde salarié où c'est facile, avec des gros guillemets, hein, mais c'est facile, toute cette gestion administrative et d'un point de vue sécurité sociale, mutuelle, etc. Quand on est salarié pour être enceinte, parce qu'on sait que c'est quand même Ouais. beaucoup, il y a le congé maternité, il y a tout ça, le congé parental. Toi, donc, en fait, comme tu as toujours été dans un statut d'indépendante, bah, en fait, finalement, de toute façon, le sujet ne se posait pas. Donc, ça n'a pas été plus. Enfin, comment dire? Est-ce que tu as changé de statut entre-temps? Tu es sous quelle. Tu as une société ou Oui, tu es en micro? oui, j'ai changé de statut. Enfin, ça reste à peu près pareil. Mais avant, j'étais donc pigiste. T'as un salaire, mais t'es pas salarié de la boîte. Et enfin, t'es payé en salaire, quoi. Mais j'étais entre les deux. Donc, c'est-à-dire que j'étais à la fois auteur et à la fois pigiste. Donc, j'étais dans un entre-deux hyper précaire parce que tu cotises pour l'un et pour l'autre, mais t'as pas vraiment de statut parce que tu cotises pas assez pour l'un et pour l'autre. Enfin, bref, voilà. D'accord. Et du coup, là, je suis en micro-entreprise. Pour le D'accord. moment, ça me convient. La question se pose par rapport à la TVA, mais moi, je suis un peu allergique à tout ce qui est administratif, donc pour le moment, ça me convient bien. On verra plus tard. D'accord. Et alors justement, est-ce que dans ce statut de micro-entreprise, parce que tu étais déjà en micro-entreprise quand tu as eu ta deuxième fille. J'étais en rien du tout, j'étais dans un entre-deux en fait. D'accord. En fait, si tu veux, après mes stages, j'ai eu une espèce de temps de pause, un peu d'écoute, où Mhm. je savais que j'allais pas être embauchée dans les ateliers, j'avais pas envie de ça. Je savais que j'avais envie de monter ma marque, mais je voulais pas faire n'importe comment et je voulais vraiment qu'il y ait des valeurs, qu'il y ait mes valeurs dans cette marque. Et j'avais commencé par justement faire des petits bijoux comme ça, assembler un peu à droite à gauche des petites pierres. Et c'est pas ce que je voulais faire. Et surtout, j'avais appris un métier, la bijouterie, donc je voulais aussi que mes créations soient plus en phase avec ce que j'avais appris avec le CAP. Et du coup, après mes stages, j'ai pris un atelier partagé à Montreuil et je me suis aussi essayée parce qu'en fait, le CAP, ce qui est dur et ce qui pour moi a été très dur, c'est qu'on apprend des techniques, mais on n'apprend pas spécialement à faire des bijoux. Donc j'étais très frustrée par rapport à ça. J'avais beaucoup d'idées et que je pouvais pas réaliser parce que j'avais pas aussi non plus le temps, justement avec les enfants, pas le temps de rester très longtemps le soir à l'école pour pratiquer et faire mes projets perso. Donc j'avais une frustration comme ça, donc il fallait que que j'essaye de faire les bijoux que j'avais en tête. Et donc ça a été moins d'un an, hein, mais plusieurs mois comme ça
réfléchir à ce que je voulais faire. Après j'ai été enceinte, donc moi quand je suis enceinte, je suis pas au top de ma forme, c'est pas mes meilleurs moments, on va dire. Donc voilà. Depuis le temps, on allait déménager, on allait quitter Paris pour la banlieue, etc. Donc il y avait plein de projets comme ça. D'accord. Donc voilà, j'avais beaucoup trop d'idées aussi. Il fallait que je me recentre, tu vois. Je voulais revisiter les châtelaines. Donc les châtelaines, c'était des bijoux du XVIIIe siècle qu'on accrochait à la ceinture. À la base, c'était enfin, c'était pas des bijoux en fait, c'était pour les couturières. Elles avaient accroché à leur ceinture tout leur kit pour faire de la couture, tu vois. Et puis ça s'est transformé en bijoux. Donc en fait, ça s'accroche à la ceinture, c'est des chaînes, et au bout de chaque chaîne, tu as des breloques. Et voilà. Et donc je voulais revisiter ça. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens. Donc je me suis recentrée, et puis j'en ai aussi profité pour trouver mes fournisseurs et créer une marque qui était vraiment en phase avec mes valeurs, puisque je travaille l'argent recyclé, je n'utilise pas de produits chimiques dans mes créations. J'ai des fournisseurs qui sont français ou qui sont italiens avec des fabrications françaises ou italiennes en argent recyclé. Pour tout ce qui est après, donc ce que je ne fabrique pas moi-même, c'est-à-dire les chaînes et les fermoirs en gros. Donc voilà, ça c'est des choses à mettre en place qui prennent quand même pas mal de temps en fait. Bien sûr, c'est toute la phase de lancement, quoi, de préparation. Voilà. Et, mon fondeur, justement, c'est peut-être là où je vais t'expliquer comment je travaille la cire, puisque mon explication n'était pas très claire sur Instagram. En fait, j'ai deux façons de procéder dans la fabrication de mes bijoux. Soit je travaille de la cire, donc c'est une cire qui a plusieurs formes. Moi, je l'utilise en plaques assez fines et assez molles, dans laquelle je vais mettre des empreintes de coraux, d'écorces d'arbres, des choses comme ça, parce que j'utilise beaucoup la nature dans mes créations. C'est vraiment une source d'inspiration. Et donc, cette cire, elle va être mise dans un moule, et le métal, donc l'argent, quand il est fondu, il devient liquide, il va rentrer dans le moule, il va faire fondre la cire et prendre sa place. Donc, je ne sais pas si c'est clair. D'accord, oui, oui, oui. Mais donc effectivement, tu as bien c'est quoi que tu modèles pour faire La cire d'abord. C'est la cire d'abord, et après, donc tu fais couler. Et le moule, il est complètement. Enfin, il En fait, épouse ta cire. c'est pas moi qui fais ça, c'est un fondeur qui fait ça. Donc, j'apporte mes cires à un fondeur qui fait ça. Et en fait, je te saute pas mal d'étapes différentes du fondeur, parce que bon, c'est compliqué. Puis voilà, mais en gros, pour simplifier, ça va dans une espèce de moule en plâtre, il me semble. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et donc l'argent est mis dedans. Et donc après, moi, soit je fais des séries, enfin des pièces uniques, soit je fais en petites séries. Et là, il va avoir un petit moule à la forme en silicone que je donne aussi au fondeur. Et donc là, le métal, il va directement dans le moule et il fait pas fondre la cire, quoi. D'accord. Je sens que ça devient compliqué, mes explications. Non, je crois que je visualise à peu près. Mais effectivement, on peut aller regarder ton compte Insta. Il y a des stories. Je ne sais pas si tu les as mises à la une, tes stories. Non, mais je pourrais, tiens, oui, effectivement, il faudrait que je pense à ça. Ouais, et voilà, pour qu'on ait un peu les explications. Je montre très souvent en fait, le processus créatif dans mon atelier. C'est mon compte Insta, ça aussi pas mal à ça pour montrer les coulisses de l'atelier. Et oui, voilà. parce que c'est quelque chose où on ne se rend pas bien compte de tout le travail qu'il y a derrière. Tu sais, souvent, enfin, c'est justement toute la différence entre la production en masse et l'artisanat, mais souvent, on voit que les bijoux finis et on ne se rend pas compte de toutes les étapes d'avant. Voilà, et c'est comme ça pour plein de choses dans l'artisanat, évidemment, mais personnellement, voilà, j'y connais rien, donc du coup, je ne me rends pas compte de toutes ces étapes-là. Et donc là, aujourd'hui, tu es toujours dans cet atelier partagé? Non, non, non. J'ai quitté l'atelier et je me suis fait un atelier en fait chez moi. D'accord. Et alors, donc, tu as eu beaucoup d'investissements à faire au niveau du matériel.
en dehors du métal, de l'argent, etc. En fait, si tu veux, l'investissement, il se fait quand tu passes ton CAP, puisque c'est toi qui achètes tous tes outils. Ah ouais? Donc là, il y a un gros investissement à faire. Et après, Faut pas se planter, quoi. ouais, faut pas se planter. Bon, après, ça se revend facilement, Ah mais oui. oui, c'est clair que c'est un investissement dès le début. Et puis après, c'est des outils que tu gardes presque toute une vie. Et puis, bien sûr, il y a toujours des choses en plus à acheter quand tu fais de la production et tu te mets à avoir une marque et à vendre, ça c'est sûr, quoi. Oui, après, il y a toutes les matières premières pour créer les bijoux et puis après, toute la partie logistique pour pouvoir les expédier, donc tous les contenants, etc. Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ok. Ça marche. Donc, je pense qu'on comprend un petit peu mieux. On peut se rendre un peu compte. Et effectivement, on peut aller sur Insta pour la suite. Donc, en fait, tu avais ces deux projets en gestation, finalement. Ton bébé physique, ton vrai bébé, et puis la marque que tu étais en train de construire. Oui, tout à fait. Et finalement, là, tu disais, tu as commencé à vendre il y a un an, c'est ça à peu près? Oui, j'ai monté ma marque légalement il y a un an. Ça prend un peu de temps aussi parce que la micro, ça prend pas de temps. Mais aussi, comme je travaille les métaux précieux, il y a des législations autour qui sont très françaises. Et donc, je dépends des douanes. Je dois avoir un poinçon de maître aussi, donc qui est mon poinçon de bijoutière. À ne pas confondre. Souvent, les gens pensent que comme on fait de l'argent, il faut un poinçon pour l'argent. Alors, en France, c'est l'argent, c'est quand le bijou fait plus de 30 grammes qu'il faut qu'on est obligé de mettre un poinçon. Et quand l'or fait plus de 3 grammes, il faut aussi un poinçon spécial. En dessous, ça n'est pas la peine. Par contre, je suis obligée de mettre mon poinçon de maître et je dois tenir des comptes dans un livre de police aussi sur tous mes achats en matières précieuses. D'accord. Et le poinçon, c'est le même pour tout le monde? Ton poinçon de Non, maître ou c'est ton non, poinçon à justement, toi? c'est mon poisson à moi. Donc, en gros, tu fais 3 dessins assez simplifiés que tu soumets aux douanes et la douane choisit quel dessin va être utilisé pour ton petit poinçon. D'accord. Et ça fait quelle taille ce poinçon? Parce que un poinçon vraiment. Ça fait quelques millimètres, c'est très petit. D'accord. Donc ça n'altère pas finalement ta création. Ça Non, se bah, voit pas. il faut toujours le mettre je le mets dans un petit coin qui se voit pas. Et puis, non, Hmm. non, ça fait. Non, non. D'accord. Et ce poinçon de maître, il sert à pouvoir remonter la filière, c'est ça? C'est Ouais, remonter jusqu'à j'imagine, toi? j'imagine qu'à la base, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Et on est quand même dans un univers assez spécifique. Donc toi, tu Oui. travailles uniquement l'argent, c'est ça? Oui. Je travaille l'argent et l'argent recyclé surtout, ce Ouais. qui veut dire que je le recycle pas forcément moi-même, c'est-à-dire que les plaques d'argent ou mes apprêts vont être issus de filières recyclées, donc souvent c'est toutes les chutes des bijoutiers, tu vois, leurs déchets entre guillemets, évidemment ça on le jette pas, hein, donc ça peut être aussi des vieux bijoux, ça peut être même des trucs des ordinateurs, là, tu vois, dans les Ah oui. processus des ordinateurs ou ce genre de choses, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Et donc ça, toi, tu achètes évidemment ton argent dans une filière particulière. Et après, c'est toi qui vas le modeler, le travailler. Soit je travaille la cire, soit je travaille à partir de plaques en argent directement ou de fils en argent directement et que je mets en forme, que je scie, enfin, que je lime, etc., quoi. Ouais. Et alors, justement, hier, dans la story d'hier, tu montrais le boc fil. Donc, ça ressemble à quoi? Une espèce de... Je sais pas comment on peut la décrire. Ouais, c'est une scie, ouais, c'est une Ouais. scie, c'est une mini lame de scie très très fine qui est tendue entre deux. Oh là là, comment expliquer ça? Bah, c'est un peu comme le truc pour couper le fil pour couper le foie gras, mais évidemment en Voilà, plus gros. C'est ça? exactement. Voilà, ça a cette forme-là. Et donc la lame de scie est très fine, effectivement, et tendue comme ça,
comme un truc de foie gras, effectivement. Et donc, j'imagine que le maniement du bokfil, ça doit prendre quand même un petit moment avant de le maîtriser parce que Oui, c'est... ouais, bien sûr. Bah, c'est pas mal d'heures, c'est pas mal d'heures à faire aussi des découpes, à faire enfin, en CAP, à faire des lignes droites aussi, hein, pour couper le plus droit possible. Et puis c'est vraiment un prolongement de la main en fait. Donc moi je vois les moments où je suis stressée, où je suis à cran, et ben je casse mes lames vachement plus facilement en fait parce que je suis tendue sur mon boc-fil et c'est vraiment un prolongement de moi quoi. Et donc il y a un moment où il faut détendre et se dire allez, c'est cool là, on y va cool parce que ça sert à rien d'être stressé. Et effectivement, quand le mouvement est plus lent et plus fluide, et ben, forcément, ça va vachement mieux aussi, quoi. Ouais. Et comment tu organises tes journées? Parce que du coup, est-ce qu'il y a des... Tu vois, dans la journée, tu dis, bah, je suis plus concentrée ou plus détendue, je sais pas, le matin. Et donc, du coup, tu fais tout... Enfin, tu vois, tu fais des travaux vraiment de précision à un moment particulier de la journée ou voilà, comment tu t'organises un peu? Bah, ça dépend un peu des périodes, si tu veux. Moi, je vends surtout beaucoup à la commande. En fait, je fabrique beaucoup à la commande. Donc, bah, quand j'ai une commande, je travaille tout de suite dessus et je m'y mets, je la fais tout de suite. Donc, voilà. Après, bah, par exemple, là, j'ai eu un événement au BHV la semaine dernière. Donc, j'ai passé bien un mois à préparer l'événement. Donc, c'était tous les jours non-stop, le nez dans l'atelier, à préparer et à faire à la chaîne, surtout que j'ai pas du tout l'habitude de travailler comme ça. Du coup, vu que je fais plutôt beaucoup de pièces uniques et puis enfin, du sur-mesure, donc là, c'était bien à la chaîne, 30 bracelets, enfin, j'ai une trentaine de bijoux, donc j'ai pas fait 30 de chaque quand même, quoi, mais oui, oui, j'ai vraiment travaillé en série là, donc bah, là, j'avais pas le choix, hein, c'était matin, midi et soir. On y va, on se relâche pas. Je t'avoue que moi, j'adore créer mes bijoux, mais là, il y a un moment où vraiment, quand j'ai fini mon stock, j'étais contente, quoi. Ouais, J'étais j'imagine. contente que ça finisse. J'étais contente de faire autre chose. J'avais un peu délaissé les réseaux sociaux, donc j'étais contente de reprendre un peu parce que je discute beaucoup avec mes clientes et avec les gens qui me suivent, que j'échange beaucoup sur le métier. Donc là, de le mettre un peu de côté, c'était assez frustrant. Et puis après, il y a aussi l'événement qui fait que c'est super de voir les bijoux essayer, les bijoux répondre à la lumière sur différentes peaux, de voir voilà, comment les gens les portent et tout. Ça, c'est génial, quoi. Ouais, 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 c'est clair, j'imagine. C'est ça qui aussi me fait du bien. Alors évidemment, on monte une entreprise, il faut vendre derrière et faut assurer quoi. Mais si tu veux, un bijou, tu le fais et puis il est porté. Moi, en photographie, ce qui m'usait aussi beaucoup dans le métier, c'est que j'avais beaucoup d'idées, mais que je pouvais pas les réaliser parce que il y a un moment où bah tu écris tes idées et puis il faut les vendre derrière pour les réaliser. Et donc j'avais des listes et des listes de carnets d'idées que je ne réalisais pas au final. Et là, bien sûr, le bijou, il faut le vendre aussi, mais tu peux en fabriquer un et voir comment il va sur une peau, voir comment il est porté, avoir tout de suite un retour sur ton travail, en fait, qui est vraiment satisfaisant, quoi. Ouais. Donc, Et puis, oui, oui, c'est ça, t'as un client qui t'achète et tout de suite, c'est... Ouais, ouais, je comprends le sentiment, ouais. Comment tu as eu cette opportunité au BHV pour vendre, donc pour exposer, ça a duré une petite semaine, c'est ça? ouais, ça a duré 5 jours. Bah écoute, en fait, j'ai postulé. C'est des organisateurs d'événements qui font des événements au sein des grands magasins. Et D'accord. donc, j'ai postulé, ils m'ont sélectionné. Après, ils ont remis ma candidature à l'acheteuse, à une des acheteuses qui a validé ma candidature, quoi. D'accord. Et puis voilà, quoi, c'était parti. Ok. Donc c'était une sorte de mini marché de créateurs parce qu'il y avait que des... Exactement. C'est ça, hein, que des C'était une créations. espèce de petit pop-up store de Ouais. créateurs. Donc, ça changeait une fois par semaine, je crois, ou une fois toutes les 2 semaines. Et puis, voilà, on avait un petit corner pour nous avec plein de créateurs très différents. D'accord, ok. Et puis j'imagine que toi, donc tu louais hein, ce petit corner, ils te font Oui, pas bien une sûr. fleur, voilà. Ouais, ouais. Donc tu te portes candidate.
pour louer cet espace. Ils te sélectionnent et puis après, tu as pu faire tes ventes directement. Et alors, est-ce que le niveau des ventes a été, correspondait à tes attentes? Est-ce que tu t'es dit, ah bah, finalement, effectivement, là, tu vois une vraie différence par rapport à la vente qui est directe aussi sur Instagram ou sur ton site, mais là, c'est quand même différent de tenir ton stand toi et puis d'avoir le retour des clientes et des clients en face de toi. Alors, écoute, l'expérience VHV, qu'est-ce que je peux t'en dire? J'étais pas au rayon bijoux en fait, puisqu'on était plein de créateurs différents. Donc c'est ça un peu le truc un peu bâtard, si je peux dire ça comme ça, c'est que à la fois c'est super d'être de proposer plein de choses différentes autour. À la fois j'étais pas dans mon rayon, donc la semaine, je t'avoue, en semaine ça a été un petit peu dur, parce qu'il y avait très peu de passages et que c'était pas ma clientèle cible, clairement. Et donc, si tu veux, je vais être tout à fait honnête, hein, je faisais une vente par jour le soir. Imagine la longueur des journées quand tu fais du 10h, 20h et qu'il y a un jour où j'ai fait ma première vente à 19h20, si tu veux. Oh, purée. Donc, voilà. Après, j'ai extrêmement bien rattrapé le week-end. Donc, ça, heureusement, parce que c'est sur le niveau moral, si tu veux, c'est un peu, tu sais, le truc Instagram versus réalité, tu vois. Le truc, je mets des paillettes, c'est BHV, c'est génial, et voilà. Et à la fois, bon, bah, j'ai un moment où je me suis dit, mais mince, enfin, là, je vais perdre de l'argent, c'est pas possible. J'ai très bien rattrapé le week-end, donc c'était très bien. Après, moi, j'aime bien tirer du positif dans les choses, et ça a été très positif, même si c'était pas parfait. Ça a été des super rencontres, autant avec les créateurs qui m'entouraient, on était hyper soudés parce qu'on était un peu tous dans le même panier, donc on était très soudés, on était trop contents les uns pour les autres dès qu'on faisait une vente et tout, donc il y avait vraiment, c'était une bonne ambiance. Et puis aussi, j'ai rencontré aussi plein de clientes et plein de gens qui étaient intéressés par mes bijoux, qui n'ont pas forcément acheté tout de suite, mais avec qui il y a eu des échanges, quoi. Donc ça, c'est vraiment satisfaisant. Et puis ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir à mon stand pour les prochains événements. Voilà, à plein de choses. Donc, j'en tire quand même une très, très bonne expérience aussi parce que voilà, j'ai largement remboursé le stand, etc. Donc, voilà, ça n'a pas été la cata. Mais oui, j'aime bien tirer du positif des choses. Je pense que les choses n'arrivent pas par hasard et que on apprend toujours. On apprend toujours, quoi. Bien sûr. Et là, c'était la première fois que tu avais un stand? J'avais fait déjà des pop-up stores, marché de créateurs avant. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah écoute, en tout cas, effectivement, une belle expérience. Oui, et puis c'est sûr que enfin, je veux dire, c'est BHV quand même, quoi. C'est un lieu mythique, ça fait plaisir, quoi, d'être là, de regarder un peu comment fonctionne cette grosse machine. Ouais, c'était vraiment bien quand même. Et en plus, j'imagine qu'à la fois dans le monde du bijou, on doit aussi avoir une grosse part des ventes qui se font un peu de manière impulsive. Tu n'avais pas forcément prévu de t'acheter un bijou et tu craques sur le moment, au moment où tu le vois. Le coup de cœur, surtout, en fait. Moi, je parle surtout de coup de cœur, en fait. Je le vois avec les gens. Effectivement, quand tu n'as pas prévu et que, hop, tout d'un coup, tu passes, par exemple, pour BHV, tu vois, tu passes dans un endroit, enfin, un rayon où forcément, tu t'attends pas à avoir du bijou. Et puis, voilà, il y a un truc qui se fait et tu flashes. Oui, ça se fait aussi comme ça, quoi, ouais. Ouais. Et après, j'imagine qu'il y a aussi quelque chose qui joue en fonction du prix aussi, parce que forcément, là, on est sur des bijoux artisanaux, donc on n'est pas sur de la grande série comme ce qu'on peut avoir sur des bijouteries, peu importe les bijouteries, mais sur des grosses productions. Justement, toi, pour fixer tes prix, l'expérience du podcast me fait me douter peut-être que ça a été compliqué pour toi de fixer les prix de tes bijoux. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu me contredis ou est-ce que effectivement ça a été compliqué? Alors, très rapidement, en fait, je me suis payé une petite formation
avec beaucoup d'explications sur comment fixer ses prix et puis un petit tableau qui calcule. Donc évidemment, je remplis plein de choses différentes et qui calcule un peu pour moi les prix. Et c'est vrai que la fille qui a monté ces formations, elle parle beaucoup d'assumer ses prix et que c'est ça l'important. Tu as bonjour le syndrome de l'imposteur, etc. Ouais. Et en fait, c'est vrai que tu as une grosse claque quand te sort un prix qui est juste, hein, parce que bah oui, c'est normal de se payer normalement, surtout que en fait sur le prix d'un bijou, bah tu te payes 20%, enfin tu payes 20% de ton temps, puisque je calcule le temps que me prend le bijou à faire. Mais derrière, il y a la communication, il y a l'emballage, enfin pas l'emballage parce que c'est compté aussi, mais il y a tout le temps qu'il y a autour en fait pour vendre le bijou. Tu vois, bah, concrètement, BHV, j'y étais de 10h à 20h, j'ai pas compté mon temps là et je pouvais pas travailler. Hein, donc forcément, c'est normal de se payer justement. Et puis il y a les charges, etc. Donc en fait, c'est surtout assumer ce prix, de dire bah en fait c'est pas que c'est cher, c'est que c'est juste et c'est ce que ça vaut. Et tant pis pour les filles bah, qui se dévaluent. Enfin, je dis les filles parce qu'on est beaucoup de créatrices, mais pour les créatrices et créateurs qui se dévaluent parce que ah non, je peux pas vendre un bijou à 100 euros ou à 130 euros ou à plus parce que c'est pas possible. Bah non, en fait, c'est faux pour moi. Et j'ai beaucoup appris avec cette formation d'assumer et de te dire, bah en fait, il y aura toujours des gens qui vont te dire tes bijoux sont trop chers, mais c'est parce que c'est pas tes clients, c'est pas tes clients et tes clientes, c'est pas ta clientèle cible. Tu fais du bijou précieux, donc ça a une valeur. Et ces gens qui vont pouvoir se faire un beau cadeau, ils le savent, c'est un beau cadeau, mais c'est pas consommé de manière. Tu t'en achètes pas tous les jours non plus. Et voilà. Et c'est ce qui me plaît aussi, qu'il y ait de la valeur derrière tout ça, qu'on conserve ces bijoux et qu'on les garde à vie et qu'on les transmette. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est hyper important, quoi. Ouais, effectivement. Parce que l'univers du bijou, moi j'étais un peu naïve jusqu'à il y a quelque temps, j'y connaissais encore moins que ce que je connais aujourd'hui, donc déjà pas grand-chose. Et j'avais pas du tout percuté à quel point les conditions de travail pour récupérer, ou je sais pas quel est le bon terme, mais toutes les matières précieuses, c'était l'enfer, etc. Et donc, tu vois, j'avais pas bien conscience finalement de toute l'économie, enfin pas de l'économie, mais comment dire, tout cet aspect d'éco-responsabilité, ou enfin justement de non-éco-responsabilité autour des bijoux. Et donc du coup, en apprenant un petit peu tout ça, je fais waouh quoi. Donc c'est pour ça aussi que justement, il y a toute cette filière éco-responsable autour de la matière première et donc de la réalisation des bijoux. Je trouve que c'est hyper intéressant et voilà, il faut, comme d'habitude, qu'on s'éduque un peu pour à la fois sur le travail de l'artisanat et donc du temps que tu passes à créer ces bijoux, et puis à la fois justement sur la matière, la provenance de tout ce qui compose un bijou. C'est hyper important qu'on soit un peu informé. Oui, c'est sûr. Moi, enfin, si tu veux, moi, je pars toujours du principe que de toute façon, consommer, c'est polluer. Maintenant, tu peux consommer beaucoup mieux et tu peux consommer de manière raisonnée et c'est ça qui est important aussi. Et c'est les valeurs que je voulais mettre dans cette marque-là. Et c'est pour ça que je fais de l'argent recyclé. Il n'est pas parfait, mais il a le mérite de ne pas être issu des mines ouvertes et dont les conditions de travail et même de manière écologique aussi sont lamentables. C'est pour ça aussi que je ne souhaite pas plus utiliser de pierres fines ou seulement si elles sont chinées. Mais là encore, je trouve que c'est compliqué parce que quand tu chines, tu sais pas exactement quelle pierre c'est. Ouais. C'est un petit peu compliqué, donc j'ai un petit peu abandonné l'affaire. Et du coup, j'ai remplacé les pierres. Je fais des collections un peu capsules avec du verre dépoli par la mer. Et en fait, donc c'est du verre qu'on trouve au bord de la mer, tu vois. Et je les sertis comme des précieuses.
Et j'adore cette histoire, en fait, de revaloriser ce qu'on pourrait penser être un déchet, mais qui a des couleurs qui peuvent être dignes de pierres fines. Et surtout, en fait, si tu veux, quand tu te promènes au bord de la mer, des petits morceaux de verre, t'en trouves, tout le monde peut en trouver. Moi, quand j'utilise le verre, je les classifie. J'essaye de trouver des couleurs qui sont vraiment, tu vois, des turquoises. Et en fait, c'est assez rare. C'est quand même rare de trouver vraiment des beaux morceaux. Du coup, j'ai pas mal de copains ou de la famille, quand ils vont à la mer, ils pensent à moi, ils en ramassent et tout, et ils se rendent compte que, ah ouais, bah en fait, ton bijou là que tu avais fait la dernière fois avec le verre de cette couleur, bah t'en trouves pas tout le temps. Donc, et puis j'adore, en fait, je trouve que c'est hyper poétique de se dire que la mer a fait une partie du travail, à façonner le morceau de verre, en fait, d'une bouteille qui a été jetée ou qui est sortie d'une poubelle. Bah, en fait, avec l'action de la mer et des cailloux, ça a transformé ce morceau de verre et qu'elle te l'offre, en fait, et puis que derrière, je remagnifie tout ça dans un bijou. J'adore l'idée. Oui, et puis tu le sors de la mer et justement, c'est une manière aussi de dépolluer, quoi. Oui, oui, oui. Et puis, et puis voilà, donc je fais des petites collections comme ça, capsules. Souvent, je les fais, enfin l'année dernière, je l'avais fait après Noël, et parce que c'est un temps aussi où bah, il y a beaucoup moins de commandes, et donc c'est un temps pour moi de justement d'exploration et de créativité. Et du coup, je prends le temps de regarder les formes des verres, de bien les sélectionner, parce que j'en ai beaucoup, mais comme je te dis, toutes les couleurs ne sont pas superbes. Donc voilà, et de créer autour de ces morceaux de verre un bijou, quoi. Ouais, c'est chouette. En fait, c'est marrant parce que, si tu veux, dans le milieu, par exemple, moi, je fais partie d'un groupe Facebook de bijoutiers, et souvent, les bijoutiers, un peu les vieux de la vieille, d'ailleurs, c'est toujours un peu les mêmes, un peu des hommes, qui s'insurgent quand on parle d'éthique dans le métier. Alors, c'est clair, éthique, c'est un mot aussi fourre-tout, hein. Chacun a son éthique, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais qui parle d'argent recyclé et tout, qui s'énerve parce que, évidemment, toutes tes chutes en métaux précieux, tu ne vas pas les jeter, hein. Ça, c'est clair que c'est la base du bijoutier, de recycler ces métaux précieux. Mais en fait, au-delà de recycler, c'est aussi avoir une traçabilité au niveau de ces revendeurs, tu vois. Donc, comme je te disais tout à l'heure, moi, mes apprêts, etc., j'ai trouvé une entreprise qui était en phase avec mes valeurs. C'est aussi, par exemple, mon fondeur qui va donc faire fondre l'histoire de la cire. Et ben, lui, il n'accepte pas n'importe quel métal, et il trace aussi le métal. Donc, je sais qu'il va avoir un seul fournisseur pour acheter. D'ailleurs, c'est moi qui achète l'argent qui est recyclé et qui donne l'argent à mon fondeur. Et je sais qu'il ne sera pas pollué. Je sais que ça sera que de l'argent recyclé. Et ça, c'est pas partout comme ça, quoi. Moi, j'ai eu d'autres fondeurs, c'est loin d'être comme ça, en fait. Donc, c'est aussi une réflexion sur faire mieux. C'est aussi, par exemple, ne pas utiliser de produits chimiques. Moi, j'ai appris, en fait, si tu veux, quand tu soudes, après avoir soudé, tu mets dans un liquide, et c'est de l'acide. Ben, moi, je n'utilise pas de l'acide, j'utilise du vinaigre blanc et du gros sel. Et ça fait tout aussi bien le job. Donc voilà, c'est aussi toute une réflexion autour de ça. Bien sûr, rien n'est parfait, mais on peut quand même faire mieux. Et c'est important, surtout d'éduquer les gens. Alors ça fait négatif de dire ça. Enfin, ça fait un peu hautain. C'est pas évidemment pas ce but-là, mais c'est comme tu dis, toi qui connais rien, et je pense que c'est important que le bijoutier parle de son métier et raconte en fait tout ça. Et les bijoutiers qui s'insurgent là-dessus, ben, je suis désolée, mais il faut être en phase avec la réalité d'aujourd'hui, quoi. Et c'est important de donner des pistes aux gens et de donner les moyens aux gens de consommer mieux, quoi. Et moi, je Ouais, me ouais. sens responsable de ça, quoi. Effectivement, ça va dans le sens de l'histoire et sans doute que ces vieilles, comment dire, ces vieux réflexes
de non-transparence pour protéger des secrets de fabrication ou que sais-je, ou effectivement de se cacher un petit peu de pratiques qui ne seraient pas topissimes sur des sujets qui sont enfin, qu'on regarde beaucoup de plus près aujourd'hui, c'est comme dans la mode, etc. J'ai l'impression qu'on en parle excessivement aujourd'hui. Il y a plein d'initiatives qui sont faites. C'est encore sans doute pas suffisamment grand public. Tu vois, tu vas dans un centre commercial, tu peux pas acheter de la mode éthique. Donc, il y a encore des pas à franchir. Mais en tout cas, oui, ça va dans le sens de l'histoire, je pense. Oui, oui, bien sûr. Oui, Ouais. je pense que les gens sont de plus en plus sensibles à ça, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. Bon. C'est quoi tes projets, Anaïs, pour les mois qui viennent? Eh bien, je vais faire un salon au mois de fin novembre, 26-27 novembre, le salon de l'artisanat de Nogent-sur-Marne, au pavillon Baltard, qui est un bel endroit. Et c'est un test aussi, parce que j'ai jamais fait ce genre de salon, donc j'ai hâte. Mhm. Donc, les prochains mois, c'est de préparer Noël, parce qu'on pense déjà à Noël, les créateurs, hein, Forcément, finalement. ouais. Il faut quand même préparer les événements et puis voilà, et puis un petit peu de stock quand même si je fais quand même beaucoup à la commande. Voilà, ça va être surtout ça, préparer Noël. Ben oui, parce qu'on est le 15 octobre. Donc, ça va vite se rapprocher. Tu disais que tu avais une trentaine de modèles et que tu travailles à la commande. Donc, ça veut dire que si moi, par exemple, j'ai vu une de tes bagues qui me plaît, il faut que tu la produises, il faut que tu la crées. Ouais, Selon évidemment, bon, pour une bague à la taille de mon doigt, c'est de la même manière je sais pas, un pendentif, une paire de boucles d'oreilles, etc. À chaque fois, c'est vraiment, tu n'as pas de stock, quoi. ouais, très peu. Et donc, le sur-mesure, tu en fais pour toutes les pièces ou, bon, les bagues, il faut pas, enfin, il y a une taille, mais sur le reste, tu fais enfin, tu fais systématiquement du sur-mesure ou pas? En fait, il y a le sur-mesure pour ma collection, enfin mes collections. Le sur-mesure, ça va être surtout les tailles de bagues. Faites au D'accord. doigt. Après, un pendentif, bon, bah, les pendentifs sont les pendentifs. Bien sûr, j'ai de temps en temps une cliente qui me dit ah, bah, la chaîne à 40 centimètres, c'est un peu trop court ou c'est un peu Mm. trop long. Voilà, donc là, je fais bien sûr un geste et je m'adapte à ça. Et après, il y a le sur-mesure où c'est vraiment une création toute faite avec la cliente, avec son idée à elle, ah bah voilà, par exemple, là j'ai une cliente qui était passée au BHV, qui est une bonne cliente, qui m'a dit, ah bah vos bracelets avec le fil tressé, j'adore, mais je le vois bien en bague. Donc bah voilà, ça va être vraiment une création rien que pour elle, en sur-mesure, quoi. D'accord. Et après, là, typiquement, si c'est une bonne idée, tu t'autorises à te dire, ah bon, bah finalement, je vais en faire un produit de ma collection. Oui, tout à fait. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui, d'ailleurs, ce qui s'est passé avec le pendentif en feuille de Jingo, Mm. qui était à la base une commande sur mesure. Le mari a voulu faire offrir ça à sa femme à Noël. Et puis, bah, évidemment, j'ai montré le résultat parce que j'étais contente. Je trouvais que vraiment le pendentif était très joli. Et j'ai eu tellement de bons retours et des gens qui m'ont dit ah, mais moi aussi, j'en veux un et tout ça, que je l'ai ajouté à ma collection. Et donc ça date de l'année dernière. Et cette année, je me suis inspirée vraiment des dentelles de la feuille pour faire des bracelets et une bague qui est ouverte. Oui, Donc voilà. Et donc là, les grosses périodes fortes, évidemment, c'est Noël. Et ensuite, donc Noël, c'est la plus forte période. Ouais, oui, Ouais. oui. Et puis après, tu as quoi? Les gros rendez-vous, c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, un peu, mais pas tant que ça. Je crois Ouais. que mes clientes, tu sais, en tout cas, elles sont pas hyper. En fait, en vrai, j'allais dire mes clientes, mais c'est surtout moi, parce que moi, je fête pas la Saint-Valentin. Et du coup, j'ai un petit peu de mal à communiquer là-dessus. Ouais, Et je l'année comprends. dernière, je crois que bon, j'étais un peu, ouais, un peu refroidie par. Alors, ce qui est bête, hein, parce que c'est vrai que normalement, en bijoux,
c'est quand même important. Mais ouais, j'ai un peu du mal avec ce genre de fêtes un peu commerciales qui font consommer alors que on n'a pas forcément besoin et voilà quoi. Donc, D'accord. donc voilà, non. Puis après, il y a quand même l'arrivée du printemps, de l'été qui font repartir un peu les choses. Et puis voilà, quoi. Je vais essayer de plus en plus de faire des pop-up. Et puis j'aimerais bien aussi trouver des revendeurs. D'ailleurs, je cherche des boutiques pour revendre mes bijoux, quoi. Un peu partout en France, j'imagine. Oui, 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 un Ouais. peu partout en France. Ouais, ouais, Eh ben, écoute, complètement. l'appel est lancé. Je sais pas si des personnes qui tiennent des boutiques, mais ok. Ah bon, bah écoute, super. Bah écoute, pour conclure, je te propose peut-être de nous dire de quoi tu es la plus fière, Anaïs, dans toute cette aventure. En termes de création, tu veux dire? De ce que tu veux. Ouais, ce qui me rend fière, d'avoir des idées et de les créer et de me battre pour que ça se réalise et d'essayer au maximum de croire en moi et voilà, et de réussir à mettre du positif quand il y a des moments difficiles, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident, surtout quand on est tout seul Mm. sur tous les fronts. Hein, je veux dire, il y a des moments où bah, qu'est-ce que j'aimerais avoir quelqu'un qui m'aide dans la production, qu'est-ce que j'aimerais avoir quelqu'un qui me fasse mes réseaux sociaux, qu'est-ce que j'aimerais, voilà. Mais, mais au final, c'est une satisfaction de réussir à être un peu sur tous les fronts et puis de voir ma petite entreprise évoluer et en bien, quoi. Donc, Génial. Il y a un truc que tu aurais fait différemment avec le recul? non, écoute, non. Tout a contribué à ce que tu es aujourd'hui. Ouais, en fait, je crois pas trop au hasard. Donc, je pense que les choses, elles se font quand elles doivent se faire et c'est comme ça, faut pas revenir en arrière. Tu sais, moi, j'ai lancé ma marque en plein pendant une période quand même un petit peu compliquée, n'est-ce pas, depuis quelques années là. Donc, Je vois pas. Je vois pas de quoi tu parles. bon, bah voilà, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Mm. Il faut faire avec et puis il y aura du bien plus tard et faut pas attendre quand on a envie, quoi. Ouais, je pense que c'est un beau mot de la fin, ça, c'est de ne pas attendre quand on a envie, c'est parfait. À un moment donné, de se lancer et effectivement de mesurer les risques, je pense que c'est quand même important. Mais en tout cas, ouais, de ne pas attendre. Bon, écoute, c'est super. Merci beaucoup, Anaïs, pour ton temps, Bah merci à toi. de nous avoir immergés dans le monde de la bijouterie, des métaux, de l'argent, etc. C'était un chouette moment. Évidemment, on te retrouve sur Instagram et sur ton site hein, pour aller voir de quoi il retourne une fois qu'après qu'on t'ait entendu. Bah avec plaisir. Et puis voilà, bah écoute, à très vite, effectivement, sur Instagram. Ça marche. Et ben, écoute, merci pour cette invitation. Ça a été un plaisir de discuter de tout ça et d'essayer de montrer un peu les dessous de la bijouterie. Ouais, c'était super, super. Merci beaucoup, Anaïs, à bientôt. Au revoir. Me revoici. Pour découvrir le très beau travail artisanal d'Anaïs, on vous donne rendez-vous sur le site sianazwieka-bijoux.com ou sur son compte Instagram. Siana, ça s'écrit S-I-N-A, donc c'est Anaïs dans le sens inverse, et Zwieka, S-W-I-E-C-A. Quand vous serez sur Insta, profitez-en pour venir me faire un petit coucou. J'y partage les coulisses du podcast et mes réflexions autour de la création et de l'entrepreneuriat créatif. Si mon travail autour du podcast vous plaît, vous pouvez me soutenir de plusieurs manières et je vous mets au défi aujourd'hui d'en mettre au moins une en application. Oui, je suis comme ça. Soutien numéro 1. Me laisser un tip sur la plateforme Tipeee, c'est les pourboires en anglais. Le montant importe peu, c'est souvent quelques euros. Une seule fois ou tous les mois, c'est vous qui choisissez. Pour moi, c'est une marque forte dans votre soutien parce que je passe une dizaine d'heures pour préparer chaque épisode. Soutien numéro 2, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, notamment si vous écoutez sur un iPhone via l'appli Apple Podcast. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais ça me donnera un bon coup de pouce pour la visibilité du podcast sur l'appli. Si vous voulez le faire, il faut simplement aller sur la fiche du podcast fait main sur l'appli Apple Podcast et aller tout en bas au niveau des notes et des commentaires, et puis laisser un petit message. Et le soutien numéro 3, parlez du podcast au moins à 2 personnes de votre entourage, dans la vraie vie ou sur Instagram.
en story ou en post. N'oubliez pas de me mentionner pour que je puisse vous remercier et repartager votre story. D'ailleurs, c'est sans doute l'occasion pour vous de faire découvrir votre talent et votre créativité aux auditrices et auditeurs du podcast. N'oubliez pas que vous pouvez également laisser votre adresse email sur mon site podcastfemain.fr pour recevoir automatiquement un email à chaque publication d'épisode. Allez, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, prenez toujours du temps dans votre quotidien pour créer. À bientôt!